Peut-être qu'en regardant certaines séries ou certains documentaires sur des tueurs en série, tu t'es peut-être posé cette fameuse question: y a-t-il des événements de vie ou des facteurs psychologiques qui déterminent les actes abominables de ces fameux tueurs en série? La réponse est souvent oui. Et si je te parle de ça, c'est que c'est exactement la même chose avec une personne hyperphagique ou une personne boulimique ou une personne hyperphagique boulimique. Alors avant de suivre les conseils bidons de certains diététiciens, comme quoi il faut manger en conscience, qu'il faut se reconnecter à sa sensation de faim, qu'il faut entamer une méditation lorsque l'on sent une crise d'hyperphagie arriver, bref, tous ces conseils bidons qui finalement ne t'aideront jamais à freiner durablement et définitivement les compulsions alimentaires, prends le temps de regarder cette vidéo en entière, dans son intégralité, pour identifier les facteurs de vie et les facteurs psychologiques qui sont à l'origine des crises d'hyperphagie et de boulimie et dont personne ne parle systématiquement. Et tu vas voir que certains facteurs cachés, très puissants à l'origine même de ces compulsions alimentaires, vont te surprendre. Le premier facteur puissant qui est à l'origine même des crises d'hyperphagie et de boulimie, c'est d'avoir suivi un ou plusieurs régimes durant sa vie. Et peu importe aujourd'hui l'âge à laquelle tu regardes cette vidéo, peu importe ton âge aujourd'hui, si dans ta vie tu as déjà tenté ou suivi un seul régime, ne serait-ce qu'un seul régime durant ta vie, tu as 90% de risque en plus qu'une personne qui n'a jamais tenté finalement de régime de développer de l'hyperphagie et de la boulimie. Donc je vais te partager des études de nutritionnistes, un article qui parle justement de la notion de restriction cognitive pour étayer un petit peu et développer ce principe-là et ce premier facteur. Mais juste avant, je me dois de te rappeler que face aux nombreux messages que j'ai reçus la semaine dernière, si tu me suis par email, tu sais de quoi je parle, j'ai décidé de rouvrir mon pack Libération. Ce pack Libération qui comprend 3 formations pour sortir des troubles alimentaires et notamment de l'hyperphagie boulimique. Ma formation hyperphagie et boulimie, s'accepter et se comprendre pour retrouver l'équilibre. Ma formation 21 jours pour décrocher du sucre naturellement, où on entame aussi une thérapie cognitive pour déconstruire et restreindre, diminuer progressivement ton appétence pour le sucre, et mon atelier Vaincre l'hyperphagie en compagnie d'une sophrologue, un atelier de 2 heures. Donc ce pack Libération comprend toutes ces formations-là et tu as accès à ces 3 formations pour 99 € ou 50 € si tu prends le paiement en 2 fois, au lieu de 403 €. Donc tu économises 304 €, tu as 48 heures pour en profiter et ça sera la dernière fois que je rouvrirai ce programme de l'année 2023. Donc si aujourd'hui tu souffres de crise de compulsion alimentaire, de crise d'hyperphagie, de boulimie, de grignotage, peu importe, ce programme, enfin ce pack de formation est fait pour toi. Il te suffit d'activer le coupon juste en bas et je n'ai ouvert que 5 places pour bénéficier de 304 € de remise. Le fait que les régimes alimentent ou aggravent certains TCA est quelque chose de prouvé et des docteurs s'y sont attaqués depuis des années, notamment le docteur Appelzorfer, spécialiste dans les thérapies comportementales liées au TCA, et le nutritionniste de thérapie comportementale le docteur Zermati. Ce sont 2 docteurs qui ont écrit de nombreux bouquins et qui depuis une dizaine d'années démontrent finalement l'impact des régimes sur le développement des TCA et qui parlent notamment de cette notion de restriction cognitive qui est à l'origine des développements de nombreux, notamment de l'anorexie mais également de l'hyperphagie, boulimie. Et le problème, c'est que lorsqu'on a fait un régime dans sa vie, voire même plusieurs, mais il suffit d'un seul régime, on a connu ce qu'on appelle la restriction cognitive. Et la restriction cognitive peut prendre différentes formes de pensée et différents aspects qui parfois sont très sournois et qui mettent des années finalement à être déconstruits. Pour te donner quelques exemples, tu es en restriction cognitive lorsque tu développes certaines pensées, comme par exemple, il ne faut pas manger de fruits en fin de repas parce que ça va créer de la fermentation au niveau de l'estomac et du côlon. Il ne faut pas trop manger le soir. Il ne faut pas du tout manger de produits industriels. Il ne faut pas manger trop de glucides et réduire drastiquement sa consommation de glucides. Et là, on en parle beaucoup dans les régimes qui veulent éradiquer le sucre, etc. Toutes ces pensées alimentent la restriction cognitive et je suis sûr que ça fait écho en toi parce que ce sont des pensées qui peuvent être en nombre et que l'on peut développer au fil de son âge et de sa vie et qui sont extrêmement difficiles à déconstruire. Et finalement, cette restriction cognitive et l'appel à faire des régimes est alimenté notamment par 2 choses. La volonté de perdre du poids, et on parlera tout à l'heure de dysmorphophobie. On en reparlera dans le dernier point de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc une volonté constante de perdre du poids, et malgré les nombreux régimes, souvent cette volonté reste encore présente. Et le fait d'être trop dur avec soi-même et de ne pas être suffisamment complaisant pour soi-même, ce qui va entraîner différents mécanismes psychologiques. Donc en travaillant déjà sur ces 2 éléments, et notamment sur la volonté constante de vouloir perdre du poids, s'éloigner de ça, accepter son corps, et ça on en reparlera tout à l'heure, et j'en parle
parle beaucoup aussi dans ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, qui est comprise dans le pack Libération, que tu retrouveras juste en bas. En travaillant sur ces deux facteurs, déjà, tu t'éloignes considérablement de la restriction cognitive, et on y est tous confrontés. Moi, j'y ai été confronté parce que j'ai souffert, bien sûr, d'anorexie et d'hyperphagie boulimie, mais aujourd'hui, avec la culture des régimes, tout le monde y est confronté. Rien que le fait de parler de cheat meal et de faire des cheat meals, c'est de la restriction cognitive. Rien que le fait de s'interdire un carré de chocolat en plus, c'est de la restriction cognitive. Donc après, il ne faut pas aller dans les excès, mais nous sommes tous à différentes échelles confrontés à la restriction cognitive. Donc en travaillant sur ces deux aspects-là, tu t'éloigneras de la restriction cognitive qui elle-même est à l'origine de la plupart des compulsions alimentaires. Un deuxième facteur caché qui va mener à l'hyperphagie et à la boulimie, c'est le fait d'avoir eu des parents peu présents durant l'enfance. Et là, on va vraiment rentrer dans la psychologie et s'intéresser à la théorie de l'attachement de John Bowlby. Alors, il n'y a pas de lien direct entre la théorie de l'attachement et le déclenchement des troubles alimentaires durant l'adolescence ou durant l'âge adulte, mais de nombreux psychologues et psychiatres ont justement travaillé sur ce lien. Et aujourd'hui, depuis les années 2000, il y a de nombreux articles scientifiques et de nombreuses thèses, de nombreuses études qui ont justement décortiqué un petit peu cette théorie de l'attachement de Bowlby et qui ont pu justement développer tout ça plus en profondeur. Pour résumer cette théorie de l'attachement de John Bowlby, pour le faire de manière assez concise, durant l'enfance, l'enfant a besoin, alors notamment durant les toutes premières années de vie, de la naissance aux toutes premières années de vie, l'enfant a besoin d'une figure d'attachement. Donc cette figure d'attachement, elle est souvent dans le cercle familial, une figure d'attachement qui va pouvoir répondre à son besoin primaire de sécurité. Il faut donc que cette figure d'attachement se voit disponible, rassurante, protectrice, sécurisante. Quand c'est le cas, on parle de figure d'attachement sécure, et à partir de là, l'enfant, lorsqu'il va grandir, aura plus de facilité à couper le cordon et à explorer seul d'autres environnements, à prendre le large. Lorsque ce n'est pas le cas, on parle de figure d'attachement insécure, et c'est de là que peut naître justement des troubles alimentaires, donc de l'anorexie et aussi de l'hyperphagie boulimique. Donc cette figure d'attachement insécure, il peut s'agir du père, de la mère ou des deux, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, de grands-parents, et c'est très rare, d'après justement cette théorie de l'attachement de John Bowlby, que cette figure d'attachement soit quelqu'un qui ne fasse pas partie finalement du cercle familial. Pour terminer sur ce point, on peut donc faire un lien finalement entre figure d'attachement insécure et donc un environnement familial insécure et le déclenchement de troubles alimentaires. Donc souvent ça apparaît à l'adolescence et parfois ça peut apparaître également à l'âge adulte, parfois les deux, parce qu'on peut mettre du temps à s'en sortir, et d'où l'intérêt justement de rejoindre aussi mes programmes et tous les outils que je peux te proposer sur cette chaîne pour sortir des troubles alimentaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les conflits que tu as peut-être subis durant l'enfance avec ces figures d'attachement insécures se traduisent aujourd'hui dans la nourriture. Donc par exemple, si tu as eu une mère ou un père qui a été fuyant, qui était peu présent, qui avait tendance à fuir la discussion, le dialogue, tu vas être fuyant dans ton alimentation, donc tu vas avoir tendance à manger du bout de la fourchette, à sauter des repas, à ne pas vouloir manger en société, tous des comportements fuyants, donc tu vas être dans une forme finalement de restriction cognitive, et on sait tous que cette forme de restriction cognitive, au bout d'un moment, elle mène à des crises d'hyperphagie et de boulimie, à de fortes compulsions alimentaires. Le troisième facteur, et pour moi c'est un des plus importants parce qu'il est très peu mis en avant, c'est de souffrir de la blessure d'humiliation et d'avoir du mal à travailler dessus, et d'avoir subi des agressions sexuelles. Donc ces deux facteurs peuvent être, on peut avoir subi les deux, ou ça peut être dissocié, mais ce sont deux facteurs prépondérants et déclencheurs des crises d'hyperphagie et de boulimie. On sait que depuis les années 2000, de nombreuses études ont été réalisées pour faire le lien sur le lien qu'il peut y avoir entre des agressions sexuelles, notamment survenues durant l'enfance, et le développement de troubles alimentaires durant l'adolescence, voire durant l'âge adulte. J'aurais pu en prendre beaucoup, parce que des études justement depuis les années 2000, il y en a pléthore, mais l'étude que j'ai choisi de te présenter ici, et qui est pour moi très parlante, c'est une étude récente qui date de janvier 2022, qui a été menée par le collectif féministe contre les viols, ou le viol, je ne sais plus exactement, contre le viol, et une étude qui a été publiée dans la revue Eating on Weight Disorders, et cette étude démontre que près de 5% des personnes interrogées et qui ont donc souffert de troubles alimentaires ont été victimes d'attouchements, de viols ou de violences sexuelles. 5%, ça peut paraître peu, mais tu dois finalement multiplier par 3 ou 4 ce chiffre, parce que finalement cette étude ne portait pas sur le lien direct entre violences sexuelles et déclenchement de troubles alimentaires. Alors déclenchement ou le fait d'aggraver un certain trouble alimentaire déjà présent, parce que l'étude visait uniquement à interroger les personnes souffrant de troubles alimentaires sur les différentes causes qui auraient pu déclencher ceci. Donc c'était tout simplement une volonté de
s'intéresser à ces personnes sur un panel assez large, puisque 12 638 personnes ont été interrogées, donc 5% ont déclaré avoir subi des violences sexuelles. Ce sont des témoignages spontanés, on ne cherchait pas à aller sur ce sujet-là. Donc on peut finalement multiplier ce chiffre parce que de nombreuses personnes qui ont pu subir des violences sexuelles n'en ont sûrement pas parlé par culpabilité, par peur. Et quelque chose d'assez intéressant, plusieurs raisons expliquent ce lien entre violence sexuelle et troubles alimentaires. Notamment plusieurs choses. La première, c'est que la personne va avoir tendance à se remplir pour justement couper tout désir de la personne qui pourrait la violenter, l'agresser, pour ne plus être désirable face à l'agresseur. Un autre point important, c'est que la personne peut également avoir ce besoin de se remplir pour boucher l'accès symboliquement et que l'agresseur ne puisse plus rentrer. Je m'excuse pour les personnes qui sont sensibles à ça. Pour moi, c'est important d'en parler ici. Pour boucher symboliquement l'entrée. L'hyperphagie est également souvent associée à l'anorexie. L'anorexie est un déclencheur d'hyperphagie boulimique et finalement l'anorexie est un contrôle extrême de son alimentation et ça donne l'impression à la victime de reprendre un sentiment de pouvoir, donc finalement d'inverser les rôles et de prendre le sentiment de pouvoir qu'avait l'agresseur au moment de l'acte. Et pour terminer, on sait aujourd'hui que l'hyperphagie boulimique est catégorisée comme une addiction, répond au même mécanisme et notamment neurologique que d'autres addictions comme l'alcool, comme les drogues, comme les jeux d'argent, comme toute addiction qu'il existe sur cette terre et que finalement on sait aujourd'hui que les personnes qui ont subi des violences sexuelles ont plus de risques de développer des addictions, dont l'hyperphagie boulimie et dont les compulsions alimentaires. Pour terminer sur les agressions sexuelles, les deux principales tangentes qui ressortent aussi de cette étude, c'est que les personnes qui ont subi des violences sexuelles, parmi les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ont subi notamment des violences sexuelles avant l'âge de 13 ans pour la grande majorité. Encore plus problématique, je dirais, c'est que 32% des agresseurs parmi ces personnes qui souffrent de troubles alimentaires ont subi des violences sexuelles de la part de personnes de leur famille, donc on parle d'inceste, contrairement à d'autres personnes qui ont subi le même type de violence mais qui ne vont pas déclencher des compulsions alimentaires par la suite. Le deuxième point de ce troisième facteur, c'est Lise Bourbeau qui en parle notamment et qui nous explique justement que les personnes qui souffrent de la blessure d'humiliation ont plus de risques de développer des troubles alimentaires et cela s'explique notamment par le fait que ces personnes vont avoir tendance à se retenir de manger parce qu'elles ne veulent pas éprouver de plaisir, elles ne se sentent pas dignes d'éprouver du plaisir en mangeant. Et si j'ai mis ces deux choses dans ces deux catégories, c'est que souvent les personnes qui ont subi des violences sexuelles peuvent souffrir de cette blessure d'humiliation. C'était important pour moi de les mettre ensemble parce qu'il y a de grosses similitudes. Forcément, quand on se retient de manger, au bout d'un moment, on craque et ces personnes vont craquer, notamment vers des aliments qui vont être denses et gras. Ces personnes vont avoir la volonté de se remplir pour essayer de ressentir cette sensation de faim qu'elles finalement n'arriveront pas à ressentir. Elles vont manger, faire des crises et des compulsions sans avoir aucun plaisir gustatif, contrairement à d'autres personnes qui peuvent quand même ressentir un peu de plaisir durant leur crise d'hyperphagie, ce qui va notamment permettre d'apaiser les fortes émotions. Et donc elles vont se remplir aussi pour se prouver finalement qu'elles ne sont pas dignes, qu'elles sont gourmandes, qu'elles sont cochonnes, qu'elles sont honteuses. Donc c'est un moyen finalement de se punir avec la nourriture. Et ces personnes ont donc plutôt tendance à aller vers des aliments qui vont être gras et denses, comme par exemple des aliments à base de beurre, des aliments à base de crème, de la pâte à tartiner, des aliments frits, tout ce qui va vraiment être dense et gras, qui va donner ce sentiment de se remplir rapidement. Si aujourd'hui tu vas voir plus de détails afin d'identifier les facteurs de vie, les traits psychologiques, et les blessures qui peuvent être à l'origine de certains comportements alimentaires et notamment de certaines compulsions alimentaires pour pouvoir agir sur des choses qui sont enfuies, ancrées depuis longtemps et qui vont permettre de te libérer définitivement de l'hyperphagie et de la boulimie. Et tu le sais, c'est pas de manger en conscience, d'entamer certains régimes, de faire de la méditation, de faire du yoga, d'aller marcher en nature qui va te sortir durablement de ces crises alimentaires. C'est vraiment en travaillant sur ces blessures et ces traumas profonds dont personne ne parle. Peut-être certains psychiatres et psychologues, et encore faut-il trouver les bons. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de rejoindre mon pack Libération parce que tout ça, j'en parle en détail. Là, ce que je viens de te dire, ça représente 2% de tout le pack Libération. Donc tu auras matière à travailler sur toi pour te libérer définitivement de l'hyperphagie boulimique. La dysmorphophobie, qui est une vision déformée de son corps, est ce quatrième facteur puissant, déclencheur de crise d'hyperphagie et de boulimie. Donc cette dysmorphophobie, c'est le fait de se focaliser sur un trait physique, un défaut physique, tel qu'on va le définir, qui est imaginaire, qui nous est propre et qui est de l'ordre de nos pensées. Alors dans le cas des TCA, des troubles alimentaires et de l'hyperphagie boulimie, ce défaut physique, imaginaire, va être orienté plutôt vers le poids, que ça soit dans les deux sens, que ça soit le fait de vouloir perdre du poids ou d'en prendre,
prendre d'ailleurs, mais c'est souvent le fait de vouloir perdre du poids, et également sur la présence de graisse corporelle qui va être jugée excessive ou qui va être jugée pas assez homogène. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'étude qui va présenter les causes de la dysmorphophobie. Ce qu'on sait, c'est que, on le sait, hein, elle est largement alimentée aujourd'hui par les réseaux sociaux, par la culture des régimes et aussi par les troubles anxieux. Là, il y a un peu plus d'études sur le sujet, sur le lien entre les troubles anxieux et la dysmorphophobie. Certains signes peuvent montrer que l'on souffre de dysmorphophobie parce que souvent c'est un problème, on sait qu'on n'a pas une bonne image de soi, mais on se demande si on fait vraiment partie de ce trouble psychologique. Je vais te donner quelques exemples. Aujourd'hui, si par exemple tu te soucies beaucoup de ton apparence quotidiennement, que quotidiennement tu penses à ton apparence et que tu mets tout en œuvre tu te mets une pression finalement sur ça, ça rejoint un autre point également. Si tu as tendance à toujours devoir te maquiller, à cacher certaines parties de ton corps avant de sortir, de passer beaucoup de temps à la salle de bain pour te parfumer, pour t'habiller, pour te coiffer, c'est également un signe. Si tu ne peux pas passer une seule journée, ou du moins quelques jours d'affilée sans te regarder devant le miroir, ou même sans te peser, si tu refuses parfois d'apparaître sur certaines photos, si tu t'isoles socialement et que tu refuses certaines sorties parce que ça te crée de l'anxiété de devoir te présenter, par la peur d'être jugé aussi par ton entourage, par ton cercle d'amis, le fait de se focaliser excessivement sur une partie de son corps, ça peut être son nez, ça peut être ses yeux, ça peut être ses jambes, ça peut être ses bras, toutes ces choses-là, ça peut être ses oreilles, peu importe, ça peut être aussi sa ceinture abdominale, le fait de ne pas avoir des abdos comme on voudrait, etc. Bon, des exemples, on peut en citer des dizaines. Le fait aussi d'avoir besoin régulièrement d'être rassuré par son entourage sur son apparence physique. Le fait aussi d'avoir recours à la chirurgie esthétique ou d'y penser régulièrement, de se dire, tiens, ça pourrait être bien de me refaire un peu mon nez, de me refaire un peu mes pommettes. Il n'y a pas de recette miracle pour sortir de la dysmorphophobie, ne serait-ce que déjà d'écouter mes conseils et d'éviter les régimes, d'éviter de se peser constamment, de retrouver aussi confiance en son corps, mais surtout de se sortir un petit peu de tout ça, de faire attention à sa consommation de réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Ici, je peux quand même te donner quelques conseils. Mon premier conseil déjà, ça va être de te voir comme une personne extérieure, parce que souvent lorsqu'on rencontre pour la première fois une personne, on va pas se focaliser sur un trait physique, à part si la personne elle a vraiment une grosse caractéristique physique qui se remarque, mais c'est très rare. Si la personne a des oreilles de 3 mètres ou si la personne fait 2,10 m, forcément qu'on va le remarquer. Mais très souvent, si la personne a un grain de beauté sur la joue, ou si la personne a un nez un peu plus épais, ou si la personne a des cuisses un peu larges, on va pas le remarquer en fait tout de suite. C'est pas quelque chose qu'on va remarquer, et peut-être qu'on le remarquera jamais, même en passant du temps avec elle. L'idée, ça va être de faire la même chose avec toi lorsque tu te regardes dans le miroir, lorsque tu te vois sur des photos, de ne pas te focaliser sur un trait physique, mais de te voir dans ta globalité, de regarder ton sourire, ce que tu dégages, la posture que tu prends, etc. et ne pas te focaliser sur des traits physiques. Mon deuxième conseil, ça va être de refaire connaissance avec ton corps pour sortir progressivement de cette dysmorphophobie, et ça peut prendre différentes formes. Le fait d'acheter de nouveaux vêtements pour te voir sous un angle différent, par exemple réserver une séance avec un photographe pour justement aussi être plus à l'aise avec ton corps, pour avoir des retours bienveillants et rassurants de la part du ou de la photographe, pratiquer un sport qui va te permettre de mettre en mouvement ton corps et qui va te permettre de découvrir de nouvelles sensations, et ainsi ne plus te focaliser sur certaines parties de ton corps, mais voir ton corps dans un ensemble et te recentrer sur ce que tu ressens plutôt que ce que tu vas voir de ton corps. Peut-être changer de maquillage, essayer un nouveau make-up aussi pour non pas te camoufler comme tu as peut-être l'habitude de le faire, mais prendre le temps de te maquiller le matin pour redécouvrir certains contours de ton visage, apprécier ton sourire, ton regard. Toutes ces choses-là vont permettre de refaire connaissance avec ton corps, à toi de choisir ce qui te convient le mieux et ce qui te complexe le moins aussi, et ça te permettra progressivement de t'éloigner de cette vision erronée que tu peux avoir de ton corps. Le cinquième et le dernier facteur, c'est d'avoir peur du vide. Forcément, lorsqu'on mange de manière compulsive, mécaniquement et physiquement, il y a ce geste de se remplir et cette sensation de se remplir avec la nourriture. Alors on sait que l'hyperphagie, le comportement hyperphagique peut permettre d'atténuer des émotions désagréables, mais il peut aussi permettre de combler le vide. Et ce vide, il peut se traduire de différentes manières. Ce sentiment de vide peut survenir de différentes choses. Ça peut se traduire par un sentiment accru de solitude. Cela peut se traduire, et on l'a vu en détail dans cette vidéo, par un environnement familial peu disponible, peu présent, et notamment durant l'enfance, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Le fait de manquer de sécurité au niveau de son environnement, au niveau de ses finances, au niveau affectif également, et ça rejoint un autre manque qui est le manque d'amour, que ce soit l'amour
de sa famille, comme je viens de le dire, mais aussi l'amour dans le cadre plus intime et affectif de son conjoint, pour des personnes qui n'ont peut-être jamais eu de relation de leur vie ou qui ont une rupture amoureuse ou ce genre de choses. Ce vide peut se traduire aussi par le fait de ne pas trouver suffisamment sa place dans son milieu professionnel, puisqu'on voit que les personnes qui souffrent d'hyperphagie ont tendance à beaucoup donner dans leur travail et à vouloir prouver en fait leurs compétences, parce que finalement elles sont trop exigeantes déjà avec elles-mêmes, elles ont peur finalement de ne pas être assez reconnues à leur juste valeur, ce qui traduit finalement un vide, un manque, qui peut être aussi un manque de confiance en soi bien entendu, mais d'autres choses aussi. Et on peut aussi dire que la frustration de ne pas pouvoir calmer une forte émotion et donc d'être amené à faire une crise, c'est aussi du vide, parce qu'on se sent vide de ne pas avoir les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour faire face à ces émotions, et on se sent obligé finalement de compenser dans la nourriture pour calmer ces émotions. On peut même aller plus loin sur ce sujet, puisque le centre hospitalier Sainte-Marie à Clermont a sorti une expérimentation qui a duré 9 ans, menée par Marie-Thérèse Andrieux, et qui s'est intéressée à des groupes de personnes souffrant de troubles alimentaires. On leur a donc proposé différents outils pour agir sur leurs troubles alimentaires, et notamment sur l'hyperphagie boulimique. Ce travail d'expérimentation, il se base sur 6 axes, dont le 3e axe qui a été appelé dans cette expérimentation le travail d'étayage. Et c'est sur ce point-là qu'on peut faire le lien avec le vide, et où justement cette expérimentation rejoint ce que je viens de dire ici, le fait que ressentir du vide amène aux compulsions alimentaires. Le but de ce travail d'étayage, c'est de stimuler la fonction moi, je le mettrai juste en bas, je l'écrirai, la fonction moi des personnes qui souffrent de TCA, c'est-à-dire ramener les personnes au concret de leur vie en les aidant à identifier et mobiliser leurs ressources. Si je prends le cas d'un étudiant qui se sent perdu dans ses études, qui est en première ou deuxième année d'études par exemple, qui se sent perdu et qui ne trouve pas de sens dans ce qu'il fait et qui ne sait pas comment se réorienter, comment changer de voie, etc. Dans ce cas, on va l'aider à identifier et mobiliser ses ressources, et on peut l'aider justement à déjà faire un bilan de compétences, par exemple, même quand on est étudiant c'est possible, à rencontrer d'autres élèves qui sont dans sa branche actuelle ou qui sont dans d'autres branches qui pourraient l'intéresser, à éventuellement rencontrer un conseiller ou une conseillère d'orientation, à rencontrer différentes écoles, peut-être parce que c'est peut-être une filière plus professionnelle qu'il lui faut ou moins professionnelle qu'il lui faut. Ça peut être aussi de l'aider à faire un service civique avant d'entamer des études dans une nouvelle branche, pour qu'il se rende compte un petit peu d'abord du marché du travail avant de se lancer dans de nouvelles études. Et donc on va l'aider à se recentrer sur ce qui l'intéresse vraiment, à remettre du concret dans sa vie et dans ses études, ce qui va lui permettre de combler un certain vide et donc d'atténuer, voire de faire disparaître certaines compulsions alimentaires. Je viens d'exposer seulement 5 facteurs psychologiques ou facteurs de vie qui sont des déclencheurs systématiques, qui sont des traits communs que tu vas retrouver chez la plupart des personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimie dans cette vidéo. Mais je te conseille vraiment d'aller plus loin, je te conseille vraiment de faire ce travail-là et d'identifier vraiment les blessures qui sont encore présentes chez toi et qui vont activer ces crises d'hyperphagie et de boulimie, certains événements de vie qui ont pu se loger dans ton subconscient et dont tu n'as plus conscience aujourd'hui, certaines choses que tu n'as pas traitées avec ton psychologue, avec ton psychiatre ou avec des spécialistes de nutrition. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, je te conseille de les identifier comme on vient de faire dans cette vidéo, mais de manière encore plus poussée, avec de vraies techniques et exercices de psychologie et qui sont toujours reliés à des troubles alimentaires. C'est ce que je te propose dans ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, et aussi dans mon atelier que j'ai réalisé avec une sophrologue, un atelier de 2 heures dont tu as accès en replay. Et toutes ces choses-là font partie de mon pack Libération, dont tu as accès pendant seulement 48 heures. Et c'est ta dernière chance, je ne dirais, d'entamer ce travail avant l'arrivée du printemps. On sait que le printemps et l'été sont des périodes difficiles lorsqu'on souffre de crise d'hyperphagie boulimique, puisqu'il y a la pression du body positive, il y a la pression qu'on se met sur nous-mêmes, la pression de montrer son corps aussi, et toutes les tentations qui sont reliées en fait à cette période de vacances estivales plus légères, toutes les tentations alimentaires. Donc si aujourd'hui tu veux te libérer de tout ça, également de la pression du corps, du poids, de toutes ces choses-là, vraiment je t'invite à rejoindre ce pack Libération. Et je te rappelle que ma formation qui fait partie de ce pack sur l'hyperphagie a été suivie par plus de 500 personnes en 3 ans. Donc c'est quand même une formation qui a porté ses fruits et qui est costaud. Donc je t'invite à aller voir ça. Je te laisse aller voir ça juste en bas. 5 personnes seulement peuvent profiter de ce pack. Je te le rappelle. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Donc tu as juste à dérouler en bas. Cliquer sur le lien pour activer ton code. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner juste en bas, c'est très important. À activer la cloche également. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo qui parle de nutrition et de psychologie. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi comme d'habitude et surtout, reste vert.